On le sait, les Ukrainiens croient toujours dans leurs chances de victoire, notamment parce qu'ils estiment que l'économie russe, placée sous sanctions et mise à rude épreuve par l'effort de guerre, va montrer à un moment donné des signes de faiblesse. Mais en dehors des considérations militaires dont on parle beaucoup sur cette chaîne, les Russes peuvent aussi faire le même calcul, puisque l'économie ukrainienne est extrêmement affaiblie et suspendue à un soutien international qui doit sans cesse être renouvelé. Et justement, début juin, l'Union européenne n'a pas reconduit un régime de libre-échange intégral qui avait été établi au printemps 2022 pour compenser le choc de l'invasion et permettre à l'Ukraine de continuer à exporter. Ce qui fait que l'Ukraine pense déjà à 2026 avec une certaine appréhension. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on fait un petit point sur l'économie et sur les finances ukrainiennes, juste quelques jours après que le ministre des Finances, Serhiy Marchenko, a expliqué dans une interview à Bloomberg qu'il n'avait aucune visibilité sur le budget 2026 puisqu'il n'avait encore sécurisé aucune promesse d'assistance concrète de la part de ses partenaires étrangers. 2026, ça peut paraître encore loin, mais le budget doit être présenté à la fin de l'année et donc ça se rapproche à grands pas. Alors pour commencer, je veux revenir sur cette décision de l'Union européenne de ne pas renouveler ce régime de libre-échange intégral, qui donc est une décision effective depuis le 6 juin, même si sa mise en place va prendre un peu plus de temps. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Ukraine fait déjà partie d'une zone de libre-échange avec l'Union européenne depuis 2016, au titre de l'accord d'association qui avait été au cœur de la révolution de la dignité de 2013-2014, mais il restait toute une série de restrictions aux exportations, des barrières non tarifaires et donc des conditions techniques, et puis des quotas par exemple pour l'exportation de produits agricoles comme le poulet, le miel, le blé ou encore le sucre, ce qui était une configuration tout à fait normale pour un pays en voie d'européanisation. On se rappelle que l'immense majorité, si ce n'est la totalité des États qui ont adhéré à l'Union européenne, ont vécu pendant un certain nombre d'années avec un régime de transition, avec un certain nombre de restrictions commerciales qui sont restées en place. Mais fin février, début mars 2022, pour l'Ukraine, tout cela a volé pour pouvoir permettre au pays de continuer à exporter alors qu'elle subissait le choc de l'invasion, un blocus maritime de ses ports d'Odessa et qu'elle était en train de perdre les ports de Mariupol, Berdyansk ou encore Kherson. Et ça, immédiatement, ça a conduit à une explosion, sans mauvais jeu de mots, des exportations vers les pays limitrophes et donc évidemment la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Et si on parle des exportations agricoles, il faut voir que c'était des grosses quantités, puisque l'Ukraine était déjà une des championnes mondiales des exportations de blé, de tournesol ou de colza. Passé le choc de l'invasion, ça a été très mal vécu par les agriculteurs de ces pays limitrophes et à travers toute l'Union européenne en général, même s'il est difficile de comprendre l'impact réel de cette hausse des importations sur les prix sur les marchés nationaux et sur les revenus des agriculteurs, puisque c'était aussi combiné à l'inflation post-Covid et à la hausse des prix de l'énergie. Et 3 ans plus tard, on a encore des études assez contradictoires sur cet impact. Mais toujours est-il que ça a fait monter la colère et on a assisté à une levée de boucliers progressive de la part des agriculteurs dans ces pays, qui s'est matérialisée notamment par des barrages routiers aux frontières entre la Pologne et l'Ukraine, et aussi par la montée d'un sentiment anti-ukrainien. Ça, évidemment, la Hongrie de Viktor Orban n'en avait pas besoin, mais par contre, on a vu ce que ça a donné en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie, et notamment à travers les dernières élections. Et ce qui fait que ça a accentué la pression au niveau européen et que cette mesure donc de lever des restrictions à toutes les exportations n'a pas été reconduite et cette décision a été effective depuis le 6 juin. La mise en application ne va pas être immédiate, comme j'ai dit, il va y avoir une période de transition d'ici la fin de l'année, même si en fait c'est vraiment au cas par cas, puisqu'on a aussi des pays comme la Pologne ou la Hongrie qui ont déjà imposer leurs propres restrictions à des exportations ukrainiennes. Et donc, si on est vraiment intéressé d'entrer dans les détails, il faut regarder non seulement par pays, mais en plus de ça, par catégorie de produits exportés. Et ce qui fait que l'effet global est assez incertain, d'autant plus que les agro-business ukrainiens, en fait, ils ne font que revenir à une situation qu'ils ont connue il y a à peine 4 ans. Donc, ils vont sans aucun doute savoir s'adapter et cette annonce n'est pas une catastrophe en soi, mais c'est un retour à une situation normale pour un pays qui est en cours d'intégration européenne. Cela dit, l'Ukraine n'est pas dans une situation normale, et quand on regarde du point de vue macro, c'est effectivement une mauvaise nouvelle, puisque tout ce qui contraint cette économie en guerre est un problème de plus qui s'ajoute à un monceau de difficultés colossales. Juste pour donner un autre exemple, si on reste sur le domaine du commerce extérieur, il faut voir que cette décision de l'Union européenne intervient juste dans le contexte de la guerre tarifaire que Donald Trump a lancée contre le monde entier, à quelques exceptions près, dont la Russie. Mais par contre, l'Ukraine a bien vu les droits de douane américains imposés sur ses produits exportés relevés à hauteur de 10% et même à 25% pour les produits
produits métallurgiques, sachant que le secteur métallurgique ukrainien est vraiment mal en point à cause de l'avancée des troupes russes. Alors, les exportations ukrainiennes vers les États-Unis ne représentent que 2% des exportations totales du pays, donc là encore, ce n'est pas catastrophique. À titre de comparaison, 60% des exportations ukrainiennes partent vers l'Union européenne, mais ce sont des petites gouttes qui se déversent dans cet océan de problèmes qui fragilisent le tissu économique ukrainien. Et ça se ressent beaucoup dans la vitalité de l'activité économique ici. Le PIB a connu une chute brutale de 29% en 2022 et il ne s'en est toujours pas remis puisqu'il connaît une croissance très modeste à environ 5% en 2023 et 3% en 2024. Et là, en 2025 et visiblement en 2026, il est prévu pour atteindre 2%. Donc on est très loin d'un effet de rattrapage alors que dans le même temps, l'inflation vient tout juste d'excéder les prévisions de la Banque nationale à presque 16%. À titre de comparaison, en 2022, le pic de l'inflation en France, c'était 5%. Et donc ça vous donne un peu une idée de ce que vivent les Ukrainiens de mois en mois quand ils vont faire leurs courses. Et tout ça, ça indique qu'il n'y a pas d'effet de rattrapage et que l'économie ukrainienne peine réellement à se remettre du choc de l'invasion, ce qui est explicable en partie par le fait que l'essentiel des ressources du pays sont dirigés vers l'effort de guerre. Et là, j'en viens donc au budget d'État et aux finances publiques, puisqu'on a les chiffres, 74% du budget d'État du premier trimestre a été alloué au secteur de la défense. 74% du budget d'État, ça veut dire 18 milliards d'euros. Et 18 milliards d'euros, je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais c'est à peu près la moitié de ce que l'Ukraine a reçu en soutien financier de la part de ses partenaires étrangers pour 2024. Et voilà qui vous donne une idée de la situation très difficile dans laquelle se trouve l'Ukraine, d'autant plus que cette aide internationale, elle ne vient pas, comme a pu le répéter à qui voulait l'entendre Donald Trump, elle ne vient pas sous forme de dons, elle vient principalement sous forme de prêts qu'il faut repayer. Et là, on a aussi un élément d'actualité, puisqu'il y a 3 jours, le 9 juin, l'Ukraine a procédé à son premier versement pour le remboursement de ses nombreuses dettes, et ça depuis 2022. C'était un paiement de 171 millions de dollars pour le FMI, donc 171 millions de dollars par rapport à tous les milliards dont j'ai parlé auparavant. Encore une fois, ça n'est pas catastrophique, c'est un montant relativement modeste, mais c'est une pression de plus sur le pays. Dans ce paysage économique et financier qui est assez complexe pour l'Ukraine, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'assiette fiscale est assez solide. Le budget d'État a bénéficié d'une hausse des impôts suite à des réformes l'an dernier, qui ont visé plusieurs catégories d'agents économiques, mais en particulier les super profits des banques. Et donc ça veut aussi dire qu'il continue en Ukraine à y avoir une activité économique qui génère des revenus, même si évidemment c'est à flux tendu et ça n'a rien à voir avec les économies européennes. Mais ça fait que le budget d'État, par exemple pour 2025, il a pu compter à hauteur de 30% sur les ressources propres du pays. Et donc je pense qu'il était important de faire un point là-dessus puisque ça vous donne un peu une idée de l'instabilité chronique dans laquelle vit l'Ukraine. Et là pour 2026, qui commence quand même dans moins de 6 mois, eh bien on est dans l'inconnu le plus total. Et l'Ukraine est en négociation permanente avec le FMI, la Banque mondiale, ses partenaires étrangers, ses créanciers, qu'ils soient publics ou privés. Mais de ce côté-là aussi, on voit qu'il n'y a rien de garanti et les États-Unis de Donald Trump ne sont qu'un des acteurs qui sont prêts à moins s'engager en faveur de l'Ukraine. Alors il y a quand même une perspective, et je vais terminer par là, c'est la saisie des actifs russes qui ont été gelés en 2022. On parle quand même d'environ 220 milliards d'euros qui sont en Union européenne, 330 milliards d'euros en tout si on inclut les États-Unis et encore d'autres juridictions. Et si les États concernés arrivent à contourner les obstacles juridiques qui leur servent pour l'instant d'excuse, eh bien voilà qui donnerait à la fois des marges de manœuvre aux créanciers donc européens, parce que je l'ai déjà dit sur cette chaîne, il n'y a quand même aucune raison que ce soit le contribuable européen qui paye pour l'Ukraine, il y a des alternatives et ça c'en est une, mais ça redonnerait surtout une ouverture inespérée à un pays qui fait face à une menace existentielle et qui, de mois en mois, s'enfonce dans une situation de plus en plus compliquée. Voilà, avec tous ces éléments d'actualité, il me semblait important de faire un point sur cette situation économique et financière, même si c'est vraiment dans les grandes lignes. Évidemment, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard sur cette chaîne. Pour l'heure, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.